Alors vous êtes nombreux à être français, à vouloir vous installer en Thaïlande, à penser vous installer en Thaïlande. Et quand on veut s'installer en Thaïlande, on ne sait pas trop où aller. Alors il y a Bangkok évidemment, il y a Phuket qui est très connu, il y a Krabi, il y a Samui, mais on ne sait jamais trop où s'installer. Et une des villes qui vient parfois, dont on entend beaucoup parler pour les retraités, c'est d'une part Pattaya côté est de Bangkok et d'autre part Hua Hin côté ouest. Alors aujourd'hui j'étais voir un agent immobilier local à Hua Hin pour lui poser des questions, savoir si Hua Hin est vraiment le nouvel Eldorado. C'est ce qu'on a tout de suite, c'est parti. Bonjour. Bonjour, Alors, vous avez gentiment accepté de m'accueillir ici. Vous êtes donc agent immobilier à Wahin. c'est ça. Et le but de cette vidéo, c'est de savoir si Wahin est le nouvel Eldorado en Thaïlande. Parce que moi, j'ai pas mal fouillé avant de venir Hum. ici. J'ai 58 ans, je cherche éventuellement un endroit où je pourrais peut-être m'installer un jour en Thaïlande. Et quand j'ai regardé un peu les différentes offres, on m'a dit, enfin, j'ai eu l'impression que Wahin c'était un peu le nouveau truc à la mode, un peu pour les retraités. Mais c'est un peu l'impression que j'ai eue. Et alors, je suis arrivé hier. Et en me baladant comme ça, j'ai pas eu le coup de foot tout de suite. Alors, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi Wayne pourrait être le nouvel Eldorado en Thaïlande? Alors, d'abord, présentez-vous peut-être. Déjà, bonjour. Donc, moi, je m'appelle donc Samy Lavorel. Je suis le fondateur et directeur général de la société Opsido Imo, qui est une société spécialisée en investissement immobilier en Thaïlande. Donc, on n'est pas juste une agence immobilière, on accompagne nos ressortissants français pour leur installation en Thaïlande ou alors pour des projets d'investissement immobilier en Thaïlande. Pour revenir à Wahin, Wahin, est-ce que c'est le nouvel Eldorado? La Thaïlande est le nouvel Eldorado, on va dire. Wahin, non. Et Wahin n'est pas à la mode non plus, parce que les modes, ça passe. Wahin, c'est encore différent. Il faut, je pense, bien différencier l'endroit où on va en vacances et l'endroit où on veut habiter. C'est-à-dire que pour les vacances, je pense que Krabi, vous venez de Railway, c'est magnifique, c'est la carte postale, on est en l'eau turquoise, etc. De la même manière que Koh Samui est un endroit qui fait rêver beaucoup de personnes, grosse communauté en bas. Où vous alliez, c'est la carte postale, des endroits magnifiques, des cocotiers. Mais par contre, quand on veut y vivre, c'est une autre problématique. Krabi, vous en venez, parfait pour les vacances. Si on doit y habiter, on peut trouver le temps un peu long au bout d'un moment. Wahin, pourquoi ça plaît et pourquoi je ne me vois pas vivre ailleurs qu'à Wahin? C'est que Wahin, pour y vivre, eh ben, il y a tout. C'est-à-dire qu'on est à 2h30, 3 heures de Bangkok. Dans la ville, il y a 2 grands centres commerciaux, il y a des épiceries fines françaises, il y a tout ce qu'il faut pour y habiter. C'est pour ça qu'il y a pas mal de retraités qui vivent ici. Les gens vous diront, ah ben non, on est en Thaïlande, c'est pour vivre à la Thaï, etc. Oui, peut-être, sauf que ça, c'est les vacances. Quand on est en vacances, on mange des croquettes tous les jours, on mange des soupes, on est très content. Quand vous habitez quelque part, c'est agréable, même si vous le faites pas, d'avoir la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir vous acheter un bout de fromage si vous voulez, de pouvoir vous manger une viande si vous voulez, de pouvoir faire tout ça. Et Wahin offre ça. Bon, alors, C'est-à-dire, j'ai regardé hier les ouais, achats de denrées européennes. C'est pas le même prix. Il faut compter un peu plus cher là. un petit peu. Un petit peu. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment très surpris. Je trouve, par rapport à avant, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je ne vis plus en France, je trouve pas que ce soit beaucoup plus cher qu'en France. Parce que On moi, va j'ai vu dire, un camembert à 6 euros. Bon, ça vaut combien un camembert président en France? 4 euros? ouais, peut-être. Ah oui, c'est Bah, 50%. c'est 2 euros de plus. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas tant que ça. ouais, C'est-à-dire que moi, je me souviens d'une époque où quelque chose à 3 euros en valait 10 ici. ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que c'est pas aussi cher. Maintenant, ce qui est peut-être un peu plus cher, c'est le vin. Mais bon, parce que ça fait partie des produits entre guillemets luxe qui sont très taxés en Thaïlande. Mais en dehors de ça, Wahin est agréable parce que voilà, les gens qui vivent ici, on est à côté de Bangkok, on n'est pas tributaire ni de l'avion, ni du bateau pour ce que c'est ou quoi. Et puis, Wahin, on y vit. Autre chose aussi qui fait que Wahin a un caractère particulier, c'est qu'ici, vous avez des autochtones. Quand je dis des autochtones, c'est des vrais gens qui viennent de Wahin. Quand vous allez à Phuket ou vous allez à Koh Samui, par exemple, il n'y a plus tellement d'autochtones. C'est-à-dire que les gens ont vendu leur terrain il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, ils habitent à Los Angeles, Paris ou Bangkok. C'est-à-dire qu'ils ne vivent plus sur place. Ouais. Et les Thaïlandais que vous voyez là-bas, s'ils sont thaïlandais, c'est plutôt des gens de province, on va dire du nord agricole, comme le Isan, qui viennent travailler, qui économisent l'argent et qui retournent chez eux pour les périodes de Songkran, de Nouvel An seulement, ou alors des Birmans qui viennent travailler. Mais vous n'avez plus des Thaïs locaux qui vivent sur place. Wahin a un passé. Wahin, c'est la ville royale. C'est là où le roi et la famille royale ont leur appartement secondaire depuis presque 200 ans. Donc, ça fait qu'il y a un caractère un petit peu haut de gamme de Wahin. C'est pour ça qu'on appelle Wahin le Deauville thaïlandais. Le quoi, Le Deauville Deauville, thaïlandais. oui. Oui, c'est vrai que ça ressemble 2 heures de C'est Paris. ça. Et puis, ça fait très bon chic pour un Bangkokois d'avoir un appartement ou une villa à Wahin. D'accord. Donc, et puis c'est le week-end, on va dans la ville royale. Vous, Donc, vous habitez là depuis combien de temps? moi, Wahin, ça fait une dizaine d'années.
D'accord. Et vous étiez avant autre part en Thaïlande ou quand vous êtes arrivé là? Moi, je suis franco-thaï et je suis plutôt, ma famille est de Samut Prakan, c'est la région de Bangkok, et Ouais. puis moi, j'ai fait mon enfance à Phuket. D'accord. Donc voilà, donc Hua Hin a vraiment été un choix. Et donc Hua Hin, par ce caractère, on va dire un peu bourgeois, un peu haut de gamme, fait que vous avez des vrais autochtones ici. Et quand vous parlez avec les gens, les Thaïlandais de Hua Hin, c'est des gens qui ont voyagé, c'est des gens qui, quand vous pouvez leur parler vin, fromage ou choses comme ça, ils vont pas vous regarder avec des yeux ronds. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont déjà quitté la Thaïlande, qui sont souvent déjà allés en C'est un peu Europe. la haute société. C'est ça. Et c'est plutôt agréable. Donc, vous pouvez vraiment vous mélanger plus facilement parce que le problème souvent, c'est quand on est français, et je pense quand on est français, on arrive, bah, c'est difficile de se mêler avec des gens et puis on imagine, on pense qu'on peut être copain avec le chauffeur de tuk-tuk, on peut être copain avec les îles, mais non, on n'a pas la même problématique, on n'a pas le même passé. Alors qu'avec les gens de Hua Hin, on peut vraiment, un français, on va dire, de base, avec une culture française basique, a de quoi échanger et discuter avec des gens de Hua Hin. D'accord. Alors, je fais mon petit feedback, moi, depuis. Je suis arrivé qu'hier. Hein. Mon petit feedback, c'est que j'étais surpris déjà par la plage. Je m'attendais à, comme dans toutes les villes balnéaires, une croisette avec une belle plage. Et là, j'ai vu que la plage est beaucoup mangée par la mer et que finalement, on survole à la plage, c'est pas si évident que ça. Alors, est-ce que j'ai pas été au bon endroit? Moi, j'étais là, sur le bord de mer. Non, non, ben là, en fait, déjà, sur la ville de Hua Hin, actuellement, on est sur les hautes marées. C'est-à-dire, les marées sont plutôt assez hautes en ce moment. D'accord. Donc, ça dépend du moment de l'année. Là, on est au début de la saison de kitesurf. C'est-à-dire, Hua Hin est une zone qui est très réputée pour le kite. Oui, il y a beaucoup de vent, oui. Parce C'est qu'il y a d'ailleurs, c'est beaucoup de une vent. des choses qui m'a voulu dire, beaucoup de vent, c'est embêtant. Vous n'êtes pas toujours pratique d'avoir du vent. Comme ça. Bah, ici, en fait, ça souffle, on va dire, de novembre jusqu'à février. Et D'accord. ensuite, février, le reste, il y a beaucoup moins de vent. Mais c'est une grosse zone de kite parce que vous avez un spot de kite dans la ville. Alors qu'en général, les spots de kite sont souvent en extérieur et puis il faut se rendre là-bas. Donc, c'est la différence. Maintenant, au niveau de la mer, c'est sûr, vous n'avez pas la mer turquoise de Krabi. On n'est pas sur l'océan Indien. On est sur le golfe de Bangkok, le golfe de Thaïlande, pardon. Et le golfe de Thaïlande, bah, c'est un autre type de mer. Maintenant, en ce moment, comme il y a du vent et elle est pas super jolie, il y a des périodes de l'année, surtout, on va dire à partir de février, où on a une belle mer, on va dire pas en bleu turquoise façon Krabi, mais on va dire une mer un petit peu jade, qui est quand même très agréable. Maintenant, l'autre avantage de Hua Hin pour moi, c'est les alentours. C'est-à-dire que Hua Hin, on a tout autour. On a le parc de Kiang Krachan, on a la chute d'eau de Palau, on a Sam Loyot dans le sud. Et si vous voulez aller à la mer ou sur une belle plage, vous avez la plage des Pains de Sucre de Khao Kalok qui est située à 25 km d'ici. Donc en fait, Hua Hin, il faut pouvoir avoir une voiture et pouvoir faire des activités autour. Et si vous aimez la nature et si vous aimez tout ça, il y a vraiment de quoi faire à Hua Hin. D'accord. Parce que donc c'est vrai que là aujourd'hui je me suis baladé, c'est vrai que donc il n'y a pas cette croisette où on pourrait se balader le bord de mer, et puis la première route qu'il y a c'est une route une voie rapide. Donc c'est vrai que à pied quand on est dans le centre de Hua Hin, bon on est un peu. C'est pas une belle ville, c'est comme je vous dis, on n'est pas sur une ville carte postale. Quelqu'un qui vient en vacances et qui veut avoir ce paysage carte postale, cocotier, etc., qu'il aille à Krabi, qu'il aille même à Phuket ou à Koh Samui, où, bien entendu, ça sera beaucoup plus beau de ce point de vue-là. Maintenant, si l'optique est venir s'installer et vivre quelque part, il n'y a pas mieux qu'ici. Ici, on a 3 hôpitaux internationaux, on a plusieurs centres commerciaux, on a une communauté, on a un consulat de France qui est situé ici avec un consul honoraire. C'est-à-dire, quand on vit sur place, on a d'autres priorités que juste, faut que ce soit beau, faut que ce soit pratique. Eh oui. Koh Samui n'est pas pratique. Non, c'est une île déjà. C'est une île. Et pourtant, une petite île. Une petite île qui aujourd'hui a tellement de succès que pour faire les 16 km qui séparent le nord et le sud, en pleine journée, il faut compter 1h30. Exact. Alors qu'à Hua Hin, on peut encore se déplacer. On va aller à Bangkok. Là, la ligne de chemin de fer, ils ont fait la nouvelle station. Ils ont arrangé la route. Avant, il fallait compter 4 heures pour aller à Bangkok. Maintenant, en 2h30, 3 heures, on fait la route. Et surtout, on prévoit sur du moyen long terme, c'est-à-dire dans les 5 prochaines années, le train haute grande vitesse qui amènera Bangkok à 45 minutes de Hua Hin. Et là, ça changera beaucoup. Autre chose aussi, l'aéroport de Hua Hin a eu des travaux l'année dernière pour pouvoir accueillir des moyens porteurs. Donc, à partir de 2025, ils sont en train de négocier les routes, quelle compagnie prendra quelle route. Mais le but, c'est de pouvoir avoir des vols internationaux avec la Chine, avec la Corée, avec l'Inde, directement sur Hua Hin. D'accord. Alors maintenant, prenons un cas concret. Je suis un retraité français ou canadien et je décide de venir m'installer ici. D'après ce que j'ai vu, pareil, en me baladant dans les rues, il faut compter un prix au mètre carré d'environ 80-100 000 bahts, c'est ça? Bon, ça dépend où et ça dépend quelle destination et si vous voulez du condominium ou de la villa. C'est-à-dire, on a quand même à peu près tous les prix
et en fonction de où est-ce que vous voulez être. Maintenant, Alors le premier prix, parce que ce qui est intéressant, c'est si je veux, voilà, j'ai un petit budget, je veux m'acheter 50 mètres carrés dans un appartement, donc un condo. Ouais. Ici, quel est le premier prix, d'entrée, quoi? Ok, 50 mètres carrés dans un condo situé pas trop loin de la mer, on peut démarrer aux alentours entre 45 et 60 000 euros. 60 000 euros pour 50 mètres C'est carrés. ça. Ça fait 1 200 euros le mètre. Oui, c'est abordable. C'est très abordable. C'est très D'accord. Mais abordable. j'imagine que c'est pas les condos qui sont au bord de mer. Bien entendu, vous êtes de l'autre côté de la voie express, mais vous êtes à 1 kilomètre de la mer. Vous êtes quand même sur une distance plutôt, oui, plus... Et alors, si j'ai envie d'avoir un petit jardin, une petite maison, alors là, il y a le problème des freeholds, des leaseholds. Mais Il n'y aura pas de freehold sur les villas, c'est-à-dire que la terre appartient au taille, donc vous pouvez pas être propriétaire de la terre. Vous aurez monté une société avec un taille. C'est ça. Après, c'est pas tellement du freehold. La pleine propriété, comme on l'entend en France, c'est uniquement sur des condominiums et de l'appartement. Sur les villas, il y a deux types. Soit le bail amphithéotique, donc il y a un contrat de 30 ans renouvelable 2 fois, qui s'applique si vous achetez, on va dire, dans ces espèces de résidences avec la sécurité devant et puis que les maisons se ressemblent un petit peu. Là, on part du principe que le terrain appartient à la société et dans ces cas-là, on peut partir sur un bail amphithéotique. Parce que dans ces cas-là, le renouvellement se fait de manière automatique. Donc c'est une forme de lotissement, quoi. C'est ça. C'est dans des résidences, des lotissements, voilà. Mais en général, c'est des petits jardins. Comment? En général, c'est des petits jardins. Pas forcément, parce qu'il y a ce type de résidences qui sont très haut de gamme. C'est-à-dire que là, à Wahin, à moins de 5 km, on a une résidence très haut de gamme où les maisons se vendent à 1 million d'euros. Ah oui. Voilà, donc on a des maisons à 1 million d'euros et puis c'est 50 maisons à 1 million d'euros. Ah oui, d'accord. Donc il y a de tous les prix. Mais si je veux une maison, on va dire, allez, de 100 mètres carrés avec 300-400 mètres de jardin. Ça, faut démarrer, on va dire une maison. On parle de quelque chose sur les standards français, on se dira, on est bien. Quelque chose comme ça, je pense qu'aux alentours de 5-6 millions de bahts, 120 000 euros, vous avez quelque chose, vous avez une villa, 3 chambres piscine avec 650 mètres carrés, dont la surface habitable avec là de 300 mètres carrés. Donc vous avez 300 mètres carrés de jardin. Ah ouais. Pour 100. Ça pour 120, entre 120 et 140 000 euros. Ah oui, donc c'est beaucoup moins cher que Phuket ou des choses comme ça. Ça l'est, mais après, là, pareil, on n'est pas sur de la vue mer, on n'est pas sur la mer. En fait, aujourd'hui, à Wahin, le prix du terrain a tellement augmenté que tout ce qui est situé de ce côté de la Pet Qassem avec le côté mer. Alors, ce côté, c'est la mer. Hein. Voilà, sur le côté mer, ça coûte tellement cher que dès qu'un terrain est libre, on fait un condominium. Parce que voilà, on monte en hauteur et ça on fait plus d'argent. Maintenant, pour avoir une villa, vaut mieux, les villas sont situées à 5-10 km du centre-ville, il faut compter 10 minutes, un quart d'heure en voiture, en scooter. Donc on peut avoir une petite maison à 5-10 km de la ville pour 120 000 euros. C'est ça. Ah oui, c'est beaucoup moins. Parce que moi, j'ai regardé un peu partout, et c'est vrai que ce soit à Krabi ou à. Alors à Krabi, j'ai vu des choses à peu près un peu plus abordables, mais Phuket, c'est beaucoup plus cher. Dans la villa, oui. Après, si, Phuket, il y a aussi, mais c'est toujours la même chose. Il faut sortir de Patong, de Rawai, de tout ça. Si vous achetez sur Talung ou dans le centre de Phuket, vous trouverez toujours des choses dans ce prix-là. On a des biens qui sont à 2-3 millions de bahts sur Phuket aussi, dans des lotissements. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est rapport qualité sur investissement. À Wahin, pour le même budget, vous avez quelque chose de plus enviable qu'à Phuket. D'accord. Donc vous n'avez pas eu, vous n'avez bien eu ici, vous en avez des biens dans toute la Thaïlande. Non, nous, on vend surtout de la Thaïlande. D'accord. Ok. Alors donc pour vous, si je suis un Français qui veut s'installer en Thaïlande, pour vous, le meilleur site aujourd'hui, c'est Wahin? Moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer. Donc, si vous avez le temps, c'est pas en hôtel, pas en vacances. C'est-à-dire que vous allez à Chiang Mai, vous louez une villa pendant 2-3 mois, vous allez à Krabi. Alors, Chiang Mai, il y a le problème de la burning season février-mars, avec le problème de respiration qu'il peut y avoir. Donc, moi, personnellement, j'ai éliminé ça parce que c'est vrai qu'avoir 2-3 mois où on a un air difficilement respirable. C'est ça, c'est la culture sur brûlis. Donc, c'est quelque chose, ça touche pas uniquement à Thaïlande. Donc, ils se prennent, comme c'est dans une cuvette, ils se prennent les vents qui viennent du Laos, de Birmanie, un petit peu de Thaïlande, et donc ça tend à stagner. Et c'est vrai qu'il y a une période de l'année où Chiang Mai est peut-être la ville la plus polluée du monde. Donc c'est sûr. Donc, moi, j'ai éliminé Chiang Mai pour cette raison. Alors, après, ça reste une super région et ça vaut vraiment le coup d'y aller, déjà en vacances. Maintenant, que ce soit d'autres endroits, que ce soit Krabi, que ce soit Samui, Phuket, Pattaya, Bangkok ou ailleurs, le meilleur choix que je peux vous donner, c'est d'essayer, non pas en hôtellerie, mais de louer une villa pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et quand on loue une villa, c'est pas pareil. On va faire ses courses au supermarché. On a d'autres automatismes. Il faut tester la vie locale. Et c'est ça. Faut tester le quotidien. Et c'est là où je pense que Wahin sort son épine du jeu parce qu'on y vit bien. Parce que c'est facile. Parce qu'ici, vous avez tout à proximité. Vous voulez aller à Bangkok, vous êtes tributaire juste de votre voiture. Vous avez besoin d'aller acheter des produits, que ce soit occidentaux ou thaï locaux. Vous avez tout ici. Et surtout, les hôpitaux.
On a 3 hôpitaux internationaux dans une petite ville. Alors, j'ai fait une petite enquête et j'ai vu que la zone privilégiée des retraités pour s'installer ici, c'est du côté plutôt de Pattaya, Rayong, par là. Entre les deux, qu'est-ce qui fait le plus et le moins de chaque Ouais, là, c'est une mentalité différente. Pattaya est plus vivant. Pattaya, on va dire sur un autre type, on va dire soit des retraités en couple qui ont besoin d'activités, de sortir, qui aiment tout ça, ou alors de personnes seules qui veulent rencontrer du monde, mais qui veulent être dans un aspect beaucoup plus actif. À Hua Hin, on est sur une autre mentalité, c'est-à-dire qu'ici, les retraités, ce sont des retraités déjà beaucoup plus haut de gamme qu'à Pattaya. Et puis après, non, on est sur une autre recherche. Ici, on est sur une recherche de la nature, une recherche de la tranquillité, et avec des activités différentes. Hua Hin n'est pas l'endroit pour faire la fête. Ouais. Voilà. Mais j'imagine que si on va s'installer à 10 km de Pattaya, vers Rayong, vers Champaburi, on est aussi au calme et ça va pas être très cher. Tout à fait, c'est juste un choix. C'est des endroits qui sont très agréables aussi. Maintenant, Hua Hin, pour moi, ça va vraiment sur les gens qu'il y a ici. Ici, à Pattaya, pareil, on trouve vraiment dans Pattaya City des gens locaux sur place. C'est-à-dire, ce sont des gens qui viennent travailler du Nord et qui repartent. On mêle pas pareil. Ici, on a ce côté bourgeois thaïlandais qui est très agréable. On peut plus facilement échanger avec des personnes locales ici. D'accord. Ok. Bon, eh bien, écoutez, alors, donc, quelles sont les questions que les gens qui viennent nous voir, quelles sont les questions qui viennent le plus souvent et auxquelles on peut répondre dans cette vidéo? Moi, les gens qui viennent me voir, pour la plupart, sont des investisseurs. Donc, en général, ils recherchent quel est l'endroit où on a des rendements les plus intéressants. Si je suis investisseur et que je veux investir un peu d'argent ici, combien je dois investir et qu'est-ce que je peux espérer comme rendement? Nous, en tant qu'investissement, on propose 3 types d'investissements immobiliers possibles. Le premier, c'est la gestion locative garantie avec option de rachat après 5 ans. Ce sont des biens déjà construits, situés à Hua Hin, qui sont déjà en fonctionnement. Et là, pour faire très simple, vous achetez un bien. Alors, quel ordre de prix, par exemple? Vous achetez un bien à 100 000 euros. Disons 100 000 euros. Vous avez 7% de rendement par an. Donc, vous touchez 7 000 euros par an net. Et pas d'impôt, pas d'impôt. Donc, c'est 7 000 euros 7%, net. c'est pas mal. C'est vrai, c'est 7 000 euros net par an, payés mensuellement sur votre compte en banque ici en Thaïlande. D'accord. Dans 5 ans, contractuellement, vous avez une garantie de rachat obligatoire. Donc, dans 5 ans, on vous rachète votre appartement avec une plus-value de 5%. Donc, vous achetez 100 000, on vous le rachète 105 000 au bout de 5 ans. On compte. Et j'ai gagné 35 000 euros d'intérêt. Vous avez gagné en tout 40 000 euros. Donc j'ai fait 40% en 5 ans. C'est ça. Donc, ça fait 8%. C'est ça. 8% par an sur 5 ans. Ça, c'est la gestion locative garantie. C'est le livret A, c'est le truc le plus carré possible, le plus sécurisé possible. Et là, en termes de, si je paye des impôts en France, donc c'est 40 000 euros. Non, les impôts, en fait, vous êtes protégé contre la convention contre la double imposition qui a été signée en 74 sous Valéry Giscard d'Estaing, qui justement stipule que si vous payez des impôts sur un pays, vous n'avez pas payé sur l'autre. Donc, en Thaïlande et la France ayant cette clause-là, sur votre investissement, étant donné que vous payez 6% d'impôts qui sont pris à la source sur votre investissement, eh ben, vous ne payez pas d'impôts en France. D'accord. Donc ça, c'est la gestion locative garantie. L'autre cas de figure, c'est le profit. Alors, c'est garanti par qui? Par vous? Par le promoteur et le gestionnaire hôtelier. Donc d'accord, il ne faut pas que le promoteur dépose le bilan. Ça, c'est notre travail. Ouais. C'est-à-dire que nous, on fait ce qu'on appelle des due diligence, qui sont en fait des photos à un moment actuel de la société, de ce qu'ils ont comme passif, etc. Et puis, on travaille avec des groupes dont on demande des bilans financiers de manière assez régulière. Donc, nous, notre métier est de vérifier tout ça. Parce que ici, moi, je me suis baladé, il y a beaucoup de constructions, donc j'imagine qu'il va peut-être y avoir une suroffre et que peut-être le prix va s'écrouler. Là, c'est différent étant donné que vous avez les rendements qui sont donc garantis contractuellement et vous avez le garantie de rachat aussi. Donc lui, le promoteur, son but, c'est de récupérer ses appartements. Nous, les promoteurs avec qui nous travaillons, ont fait leur preuve déjà pendant le Covid, qui était il n'y a pas si longtemps que ça. La totalité de mes investisseurs ont touché leur rendement pendant toute la période de Covid, même quand le pays était fermé, et ont eu des garanties de rachat. L'autre cas de figure. Alors juste, je termine. Si au bout des 5 ans, je me rends compte que mon bien, il vaut pas 105 000, mais il vaut 120 000 parce que l'immobilier a progressé, je peux le garder ou Non, justement, c'est là on arrive au deuxième plan. C'est tout ça, c'est des choix qu'on fait au départ. Évidemment que le rachat à 105 000 à 105% après 5 ans est en dessous du marché. Ici, la plus-value immobilière est entre 5 et 7% par an. Donc concrètement, votre bien dans 5 ans, il a pris au moins 25%. Mais le promoteur, il vous a garanti vos loyers et puis il vous garantit de récupérer votre capital. C'est pour ça que je suis obligé de lui revendre. C'est ça, c'est pour ça. Là, c'est le programme d'investissement immobilier. Maintenant, l'autre cas de figure. Donc, c'est un placement à 8%. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est un choix. Maintenant, il y a une autre possibilité qui se fait. On travaille avec des gros groupes hôteliers, on travaille avec le groupe Accor, Sheraton, Hilton, Intercontinental. Et là, en fait, vous êtes dans un rapport
de profit sharing, c'est-à-dire un partage sur les bénéfices ou sur le brut. Là, vous achetez un appartement, une chambre qui est en gestion par un groupe hôtelier, comme je dis, Accor, Sheraton, Oui, qu'on a Sofitel, 10-15 jours par an pour venir. vous avez, c'est pas du timeshare, c'est pas du timeshare, c'est à vous, c'est 100% à vous. Vous le laissez en gestion, en général c'est à Phuket, à Pattaya, c'est bien là, souvent à Phuket. Quand vous venez en Thaïlande, vous avez votre appartement, vous l'utilisez un mois dans l'année, vous faites ce que vous voulez, vous en faites profiter vos clients, votre famille si vous venez pas, et le reste du temps, c'est le groupe hôtelier qui le met en gestion par une location journalière. Et là, en fait, il y a un partage sur les bénéfices, 70% pour vous, 30% pour le gestionnaire. Dans ce cas de figure-là, il n'y a pas de garantie de rachat au bout de 5 ans, mais par contre, vous revendez au prix que vous voulez et quand vous voulez. Donc, admettons... Alors, ça peut monter, ça peut descendre. Non, ça peut pas descendre. C'est-à-dire un appartement qui donne sur la mer à Kamala, face à la plage, ne descendra pas. Oui, mais là, c'est les prix un peu plus chers. Parce que moi, j'ai regardé à Kamala, c'est pas donné. Hein. Bah là, on va dire un appartement de 41 mètres carrés avec une vue sur les chutes d'eau qui mènent sur la mer, faut compter à peu près 120 000 euros. Donc non, on n'est alors pas en bas, explosif. c'est quoi 40 mètres? C'est à peu près, ça en baht, on est aux alentours de 4 millions de bahts. Ah oui, parce que moi, j'ai vu plus cher. Ouais. Bon, là, c'est 4 millions de bahts, pleine propriété, gestionnaire Windham. D'accord. Donc voilà, et là, on est sur un partage sur les bénéfices. Et là, le jour où vous revendez, bah, vous vendez, en plus d'un appartement qui donne sur la mer, situé à Phuket, bien placé, vous vendez ce qu'on appelle entre guillemets une cash machine, c'est-à-dire que la personne qui achète, en plus d'avoir un pied à terre, il a tout de suite des rendements qui viennent de son appartement et de son Donc investissement. ça, c'est des appartements qui sont déjà construits, c'est pas des... Voilà, c'est déjà construit en phase de livraison. En fait, on a le choix. C'est-à-dire, les gens peuvent. La différence, c'est que beaucoup de personnes achètent sur plan en Thaïlande parce que entre un achat sur plan et un achat livré, il y a 25% de différence. Ouais. Donc, il y a des gens qui partent et qui disent, ouais, je vais acheter sur plan. Est-ce que c'est risqué? Évidemment, c'est plus risqué que d'acheter neuf. Mais maintenant, c'est des risques contrôlés. Enfin, d'acheter déjà fini, quoi. Ouais, d'acheter déjà fini, pardon. Mais après, voilà, faut déjà passer avec des professionnels qui, eux, savent faire la différence. Nous, par exemple, on ne vend que des promoteurs qui ont un passif. C'est-à-dire que des gens qui arrivent avec leur premier projet, et même s'il est très bien, par définition, on ne le vend pas. Parce qu'on a besoin de s'assurer de la solvabilité des gens avec qui on travaille. D'accord, alors je reviens sur ma question. Donc, les gens qui viennent vous voir, c'est pour l'investissement. Quelles sont les autres questions qu'on peut vous poser les plus... Bah, en fait, le truc, c'est pas tellement... Mon métier est plus de les diriger. C'est-à-dire que les gens arrivent ici souvent avec plein de rêves. C'est-à-dire que la question numéro 1 que j'ai, c'est bonjour, je voudrais une villa bord de mer, 3 chambres, piscine, qui donne sur la plage pour 300 000 euros. Et je vais venir 2 semaines par an et le reste du temps, faut me le louer parce que voilà, je veux des rendements. Et c'est là, on commence à discuter en disant, bah non, si vous venez moins de 3 mois dans l'année, la villa n'est pas une bonne idée. Parce que vous allez vouloir venir l'hiver. Et l'hiver, c'est là où ça se loue mieux. Oui. Donc, on peut pas y arriver. Si la location, c'est la cerise sur le gâteau, oui. Mais si la location, c'est le gâteau en entier, vaut mieux partir soit sur des programmes en gestion locative, comme on vient de parler, ou alors d'acheter un condominium, où là, le condominium, c'est facile. Vous voulez le louer, ça se loue comme une chambre d'hôtel, et quand vous n'êtes pas là, vous le fermez, vous avez besoin de venir, vous passez un coup de fil à la femme de ménage, en 24 heures, votre appartement est habitable. Ouais. Après, c'est vrai que les gens qui viennent ici, c'est des retraités qui font souvent une maison en France et qui ont envie d'avoir le petit jardin, faire un barbecue. Ça dépend du temps, en fait, qu'il reste. C'est-à-dire, ça dépend. C'est que s'il reste à l'année, il faut la villa. S'il reste quelques mois dans l'année, le condominium est très bien. Ou encore, on a l'autre cas de figure où les gens achètent un investissement en Thaïlande à rendement, et quand ils viennent en Thaïlande, ils utilisent l'argent de leur rendement pour se louer la villa qu'ils veulent, durant la période qu'ils veulent et le temps qu'ils veulent. Oui, parce que l'argent qu'on récupère en loyer, il n'est pas exporté, on peut le rapporter en France. Si, on peut le rapporter. D'un point de vue légal, votre capital d'investissement peut être rapatrié en France sans payer d'impôts. Faisons simple, sur l'appartement, la 7% garantie, rachat à 105%, sur 5 ans, vous faites 40%. Dans 5 ans, vous avez la possibilité de rapatrier les 100 000 euros en payant 0 impôt. Par contre, les 40 000 euros, si vous voulez les rapatrier sur un virement de la banque directement, vous pouvez être assujetti à 15% d'impôt. Donc en fait, là, ce qu'on conseille, c'est soit d'utiliser la carte pour faire vos virements, payer vos billets d'avion et faire les choses avec, ou alors, via l'application, bah, vous mettez sur Wise et vous faites des virements réguliers de 1000, 2000 euros comme ça sur votre compte. D'accord, pour pas rapatrier la grosse somme d'impôt. En fait, pour faire très simple, c'est que si vous allez à la banque et vous dites, vous me renvoyez ça en France directement, c'est 15%. Alors que si vous le faites vous-même comme ça, vous pouvez gérer autrement. Les petites sommes, ça passe inaperçu, mais une grosse somme, c'est taxé. C'est ça. Mais après, d'un point de vue purement légal, les 100 000 euros d'investissement, eux, peuvent être rapatriés sans payer d'impôt. D'accord. Toujours par rapport à cette loi de... Alors ça, c'est plutôt pour les gens qui font venir de l'argent de France. Il y a cette histoire de taxes dont on a parlé récemment. On ne sait pas trop pour l'instant où on en est. Voilà, les taxes éventuellement d'argent apporté. Non, mais ça c'est plutôt très très clair. Les gens,
se soucie un petit peu ça. En fait, en gros, c'est toujours se traiter cette convention contre la double imposition. À partir du moment où l'argent est déjà taxé et que vous arrivez ici, il n'y a aucune raison de vous retaxer dessus. En fait, ça fait surtout peur à des gens qui ont leur argent dans des endroits où il n'y a pas de taxation. Donc, ils ont un compte en banque à Jersey ou ailleurs dans des pays comme ça. Là, vous arrivez avec votre argent en Thaïlande, on va vous taxer dessus en Thaïlande. Donc pour vous, si l'argent a été taxé en France normalement, on est tranquille, on ne sera pas retaxé par les C'est ça, États-Unis. c'est qu'on Parce est que c'est une toujours... nouvelle loi, c'est en cours. Voilà, ils ont remis quelque chose en place. Et en fait, nous, en France, on est très inquiétés. Mais en fait, en France, on a cette convention qui est signée depuis 74. Et cette convention est très simple. À partir du moment où l'argent est déjà taxé, il peut pas être taxé deux fois. D'accord. Donc c'est vraiment pour les gens qui ont des comptes en Irlande, qui veulent venir en Thaïlande pour vivre et machin. Bah là, c'est sûr que si l'argent n'a pas été taxé avant, on passe par la case taxation. D'accord. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit tour intéressant. Est-ce Très bien. qu'éventuellement, ces maisons, ces lotissements à des prix très intéressants de parler, ça serait possible d'aller les visiter, par exemple? Bien sûr, vous allez sur notre site internet Opsidoimo, donc c'est www.opsidoimo.com. Voilà. Et donc là, on peut trouver tous Et là, vous avez tout ce qu'il faut, que ce soit en investissement, en achat ou en location. Et si les gens qui ont des questions, d'autres questions à poser, ils peuvent vous contacter directement? Ils peuvent nous contacter et surtout, je vous conseille d'aller voir la rubrique conseils du site internet parce que comme en Thaïlande, on entend de tout et souvent les informations, c'est un copain m'a dit que ou ma femme thaï m'a dit que. Nous, toutes les informations que vous allez trouver sur le site sont écrites et vérifiées par notre cabinet de juristes. Donc, toutes les réponses que vous aurez sont des réponses qui proviennent d'un cabinet d'avocats. Donc, il n'y a pas plus clair que ça. Donc, si on vient voir, j'imagine que vous gérez l'ensemble des opérations. Bien entendu, on est là on s'occupe de l'installation, au moins de l'investissement de nos collaborateurs, enfin de nos compatriotes français, de A à Z. Moi, étant justement métis, franco-thaïlandais et parlant, écrivant et lisant le thaï et le français, je pense être le trait d'union parfait, on va dire, pour accompagner des Français dans leur aventure d'investissement ou alors de résidence en Thaïlande. Alors, vous parlez beaucoup de français. Est-ce que Hua c'est une ville spécifiquement pour les Français ou il y a d'autres Non, nationalités? il y a de tout. Nous, on s'est spécialisé sur le marché francophone. On va dire c'est le créneau que nous avons choisi, mais il y a de tout. Maintenant, les Parce que j'ai Français, pas vu de Russes. J'ai vu beaucoup de Russes à Phuket, beaucoup de Russes à il y en a Hawaï. aussi. En fait, les Russes qu'il y a ici, c'est des familles souvent. Donc en fait, ils vivent et puis ils vivent en famille. Et on en a eu beaucoup au début de la guerre Ukraine-Russie où c'était les femmes et les enfants qui étaient là. On voyait pas leurs maris. Là, les maris sont revenus un petit peu. Ouais. Donc voilà, on a plutôt. Mais en baladant là aujourd'hui, alors qu'à Phuket on entend parler russe partout, ici j'ai pas entendu parler russe. Pourtant, il y en a un petit peu. Et puis au niveau des Français, les Français, c'est assez surprenant parce qu'on les voit pas, mais en parlant avec Monsieur Rousseau, qui est notre consul honoraire ici, il me disait que des Français inscrits au registre ici, je crois on est plusieurs, on est plus de 3000, ce qui est quand même 3000. beaucoup pour la région. Est-ce qu'il y a des associations, des choses comme ça pour que les gens puissent parce que quelqu'un qui arrive ici peut être un peu paumé, quoi. Il y a des endroits pour se retrouver. Nous, Opsidoimo, on est membre fondateur de l'AFBT, qui est l'Association française de bienfaisance en Thaïlande. C'est une association qui s'occupe d'aider les ressortissants français qui ont des difficultés, quelles que soient, on est là pour les accompagner. Et après, au niveau des associations ici locales, il y a plusieurs groupes. Je sais que pour les femmes, il y a les Nanadouaïnes, où c'est les femmes qui se rencontrent pour faire des activités. Il y a un club de pétanque, de moto, il y a plein de choses. D'accord. Et si on parle, la majorité des Français parlent pas thaï, mais si on parle pas anglais, on peut se débrouiller un peu quand même? La majorité des Français parlent pas bien anglais non plus. Donc en général, non, ils s'en sortent. Vous savez, vous connaissez cette blague, comment on appelle quelqu'un qui parle trois langues, un trilingue, comment on appelle quelqu'un qui parle deux langues, un bilingue, et comment on appelle quelqu'un qui parle une seule langue, un français. Je la connaissais pas, c'est très drôle. Mais c'est exactement ça. Donc non, il y a des endroits ici, que ce soit des restaurants ou des choses comme ça. Il y a des petits pôles, la terrasse, là, la terrasse, c'est un endroit où les Français se retrouvent. Il y a chez Mirabel aussi, chez Hervé, où les gens se retrouvent. Il y a des petites zones comme ça. D'accord. Donc, un couple de retraités qui arrive ici, il sera pas complètement paumé pour aller fréquenter ces associations pour voir un peu. C'est ça. Ils pourront sociabiliser assez facilement. Après, bien sûr, l'anglais reste une nécessité si on veut vraiment profiter au mieux. Ok. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions principales. Vous voyez pas d'autres choses? Non, je pense qu'on a fait le tour. C'est très bien. Alors nous, on se connaît pas, hein. Je suis arrivé comme ça aujourd'hui. Donc, j'invite les gens à aller voir votre site, donc opsidoimo.com, c'est ça? Opsidoimo.com. Voilà. Et puis peut-être que vous recevrez des demandes suite à cette vidéo. Avec grand plaisir, mais en tout cas, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Très bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, alors pour conclure cette vidéo, je vous aide vraiment, si vous avez un projet de déménagement vers la Thaïlande, de ne pas vous précipiter. Si vous décidez de venir un jour, venez d'abord passer un mois, 2 mois dans différentes régions. Faites comme moi un petit tour de différentes régions. Une fois que vous aurez présélectionné une région, venez passer un mois ou deux pendant 1 ou 2 années en location.
Et une fois que vous aurez fait toute cette période de test et que vous aurez vraiment, vous saurez exactement où vous mettez les pieds, bah, ensuite, décidez peut-être d'investir ou pas. Mais je vois parfois des gens qui se disent, allez, je bazarde tout, je vais acheter en Thaïlande. Et ça, pour moi, c'est une grosse bêtise. Il vaut mieux prendre son temps, prendre le temps d'étudier les choses, voir si on est bien ici. Et une fois qu'on est sûr de son goût, et ben, décider d'investir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions sur les investissements en Thaïlande, c'est juste en dessous. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous, évidemment, pour nous rejoindre pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bye bye.